Nous sommes en 1912. Imaginez un peu, la campagne anglaise, tranquille. Dans une carrière de gravier, on met au jour quelques fragments d'os. Des fragments qui promettent de tout changer. De révéler enfin le fameux chaînon manquant, cet ancêtre commun entre le singe et l'homme que tout le monde cherche. On baptise cette découverte l'homme de Piltdown, et elle est tout de suite célébrée comme un triomphe pour la science britannique. Sauf que cette histoire n'est pas celle d'une découverte. C'est l'histoire de l'une des plus grandes et des plus audacieuses fraudes scientifiques du XXe siècle. C'est une histoire qui nous plonge au cœur des ambitions d'un empire, des angles morts de la science et de cette facilité déconcertante avec laquelle on peut être trompé, surtout quand un mensonge est bien plus beau que la vérité. Alors ensemble, on va dissecter cette supercherie couche par couche, pour comprendre comment elle a pu naître, grandir et égarer la science pendant plus de 40 ans. C'est une phrase choc, n'est-ce pas? Brutale, sans appel. Elle résume tout le drame. Mais derrière, il y a des questions fondamentales. Comment est-ce que les esprits les plus brillants de leur époque ont pu se faire avoir à ce point? Et qu'est-ce que cette affaire nous apprend vraiment sur le fonctionnement de la science? Sur ses forces, bien sûr, mais aussi sur ses faiblesses, sur ses failles. Notre analyse, ça va être une véritable enquête, une exploration des preuves, mais aussi, et surtout des préjugés, pour remonter le fil d'une tromperie qui a totalement redéfini notre rapport à la preuve scientifique. Pour bien comprendre la portée de l'affaire Piltdown, il faut absolument se replonger dans l'atmosphère du début du XXe siècle. L'Empire britannique est à son apogée. Et avec la puissance militaire et économique, il y a aussi une sorte de fierté intellectuelle, de supériorité. La science, et en particulier la paléontologie, c'est devenu un nouveau terrain de jeu, un nouveau champ de bataille pour la suprématie nationale. Trouver l'ancêtre de l'humanité, ce n'est plus seulement une quête de savoir, non, c'est une question de prestige national. Regardons un peu la carte de la paléontologie de l'époque. En Allemagne, on a déjà trouvé l'homme de Heidelberg. En France, la Dordogne regorge de squelettes de néandertaliens. Bref, le continent européen est en train de raconter les premiers chapitres de l'histoire humaine. Et la Grande-Bretagne? Rien. Le vide absolu. Un silence assourdissant. Et cette absence, elle est vécue comme une véritable humiliation nationale. Dans les cercles scientifiques, dans les salons londoniens, le désir de trouver un premier Britannique devient une obsession. Le sol anglais doit bien cacher quelque chose. Ce contexte, cette attente presque fiévreuse, ça crée un terreau incroyablement fertile pour une découverte. N'importe laquelle, pourvu qu'elle arrive. Et cette attente, elle n'est pas complètement aveugle. La science de l'époque a déjà un portrait robot assez précis de ce fameux chaînon manquant. Les théories qui dominent, surtout en Angleterre, c'est celle de l'évolution cérébrale d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pense que la toute première caractéristique humaine à avoir évolué, c'est un gros cerveau, le siège de l'intelligence. Tout le reste, la marche bipède, la forme de la mâchoire, serait venu bien après. Et il faut le dire, cette théorie est imprégnée d'un biais culturel énorme. Elle place l'intellect, la raison, au sommet de l'évolution. Les scientifiques cherchaient donc un fossile bien particulier, un crâne volumineux, presque moderne, mais avec une mâchoire encore très primitive, très simiesque. Et puis, comme par miracle, il arrive. Dans une petite carrière du Sussex, un archéologue amateur du nom de Charles Dawson trouve ce qui semble être la réponse à toutes les prières de la science britannique. Le fossile de Piltdown, il n'arrive pas juste au bon moment, non, il est l'incarnation parfaite de la théorie dominante. Il est, en un mot, trop beau pour être vrai. Le récit de la découverte, tel que Dawson le raconte, est une montée en puissance parfaitement orchestrée. Ça commence modestement, en 1908, puis en 1912, Dawson, qui sent qu'il tient quelque chose d'énorme, contacte une autorité incontestée, Arthur Smith Woodward, du British Museum. Rien que ça donne une crédibilité folle au projet. Les fouilles qu'ils mènent ensemble pendant l'été 1912 sont un succès incroyable, d'autres fragments de crâne, la fameuse mâchoire et même des outils en silex. Tout est prêt pour la grande annonce du 18 décembre à Londres, un événement qui va faire la une des journaux du monde entier. Alors, regardons de plus près cette trouvaille qu'on baptise Eoanthropus dawsoni, l'homme de l'aube de Dawson. Chaque morceau du puzzle semble confirmer la théorie. Le crâne, une fois reconstitué, a une capacité cérébrale d'environ 1070 cm3, tout à fait dans la norme humaine. La mâchoire, par contre, elle, est clairement simiesque, à l'exception des molaires, qui ont une usure plate, typiquement humaine. Et cerise sur le gâteau, on trouve des outils juste à côté. C'était la preuve tangible. L'intelligence logée dans ce grand crâne était venue avant la transformation du reste du corps. C'était le chaînon manquant, exactement comme on l'avait imaginé. Dès le début, il y a bien eu quelques voix pour douter. Certains anatomistes trouvent quand même étrange cette connexion entre un crâne si moderne et une mâchoire si archaïque. Mais ces doutes sont vite balayés par l'enthousiasme général et le poids des grands noms qui soutiennent Piltdown. Très rapidement, la découverte passe du statut de simple hypothèse à celui de dogme scientifique. 41 ans. Il faut laisser ce chiffre résonner. Pendant plus de 4 décennies, l'homme de Piltdown va figurer dans tous les manuels, dans tous les arbres généalogiques de l'humanité. Des générations d'étudiants vont apprendre son existence. Des carrières scientifiques vont se bâtir sur son étude. Il va devenir un fait, une certitude gravée dans la pierre. Et l'argument qui va achever de convaincre les derniers sceptiques,
Il arrive en 1915. Dodson annonce avoir trouvé un deuxième individu, à quelques kilomètres de là, avec exactement les mêmes caractéristiques. On l'appelle Piltdown 2. La probabilité que les os d'un humain et d'un singe se retrouvent mélangés par hasard, c'était déjà mince. Mais que ça se produise 2 fois, c'était statistiquement impossible. Piltdown n'était plus une anomalie, c'était la preuve de l'existence d'une véritable espèce. La discussion était close. Et le plus tragique, c'est que l'hégémonie de Piltdown a complètement aveuglé la communauté scientifique à la vérité, qui, elle, émergeait ailleurs. En 1924, en Afrique du Sud, Raymond Dart découvre le crâne d'un jeune hominidé, l'enfant de Tong. Et ce fossile, c'est l'exact inverse de Piltdown. Un petit cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, mais des dents et une mâchoire déjà très humaine, et les indices de bipédie. L'enfant de Tong, c'était la preuve que l'évolution avait commencé par les pieds et la bouche, pas par la tête. Mais cette vérité, venant d'Afrique et qui contredisait le dogme, a été balayée d'un revers de main. Cette citation de Sir Arthur Keats, qui était l'un des plus grands anatomistes britanniques et un fervent défenseur de Piltdown, eh bien, elle est édifiante. C'est un cas d'école de biais de confirmation. Pour lui, l'enfant de Tong n'est qu'un simple singe. Point. Toutes les caractéristiques humaines sont minimisées, ignorées, alors que ces traits de singe sont exagérés. Pourquoi ? Parce que l'homme de Piltdown avait déjà prouvé que l'évolution s'était passée autrement. L'establishment a préféré s'accrocher à un mensonge familier et confortable plutôt que d'accepter une vérité dérangeante qui déplaçait le berceau de l'humanité de l'Angleterre vers l'Afrique. Les décennies passent. La théorie de Piltdown s'intègre de plus en plus mal avec les nouvelles découvertes faites en Afrique et en Asie. Ce premier Anglais devient une anomalie de plus en plus embarrassante. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que de nouvelles techniques d'analyse vont permettre de poser un regard neuf, et cette fois implacable, sur les fameuses reliques. La science, qui avait été si facilement trompée, allait finalement devenir l'instrument de la vérité. Le démantèlement de la fraude va se faire avec la précision froide d'une enquête de police scientifique. La première fissure apparaît en 1949 grâce à Kenneth Oakley. Sa méthode de datation au fluor est sans appel. Le crâne et la mâchoire ne datent pas de 500 000 ans, mais de quelques siècles à peine. Et pire encore, ils n'ont même pas le même âge. Là, le doute n'est plus permis. Une équipe de scientifiques se penche alors sur les os avec des microscopes. Et c'est le coup de grâce. Ils découvrent des traces évidentes de lime sur les molaires. Elles ont été artificiellement aplanies. Le dernier clou dans le cercueil, c'est l'identification formelle des différents morceaux du puzzle. La vérité révélée au grand jour en 1953 est absolument stupéfiante. L'homme de Piltdown est un assemblage grotesque, un montage. Le crâne, c'est bien un crâne humain, mais il date du Moyen-Âge. La mâchoire, elle appartient à un orang-outan de Bornéo, mort il a 500 ans. Les dents, elles, viennent d'un chimpanzé. Et pour que l'illusion soit parfaite, le faussaire a cassé la mâchoire aux endroits stratégiques, il a limé les dents et il a teinté tous les os avec des produits chimiques pour leur donner une fausse patine ancienne. C'était une tromperie délibérée, méticuleuse et d'une audace folle. L'annonce officielle de la supercherie fait l'effet d'une bombe. C'est un des plus grands scandales de l'histoire de la science. L'humiliation est immense, pas seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour toute la communauté scientifique qui a cru, validé et défendu cette fraude pendant si longtemps. Mais au-delà du choc, cette affaire va forcer une profonde remise en question et laisser des leçons qui durent encore aujourd'hui. Au cœur de toute cette affaire, il y a ce mécanisme psychologique redoutable, le biais de confirmation. Les scientifiques n'ont pas été trompés parce qu'ils étaient bêtes, loin de là. Ils ont été trompés parce que la fraude leur a servi sur un plateau exactement ce qu'ils voulaient trouver. Ce fossile confirmait leur théorie, il flattait leur fierté nationale, il correspondait à leur vision du monde. Ils ont donc, sans s'en rendre compte, privilégié tous les indices qui allaient dans leur sens et écarté les nombreux signaux d'alarme qui, avec le recul, nous semblent évidents. Piltdown, c'est la preuve magistrale que la science est une activité humaine et donc soumise aux faiblesses de l'esprit humain. Mais alors qui ? Qui est derrière tout ça ? On a soupçonné beaucoup de monde, on a imaginé des complots, mais les recherches les plus récentes convergent vers un homme, Charles Dawson lui-même. On le surnommait le magicien du Sussex pour sa capacité à trouver des objets rares. Dawson était un amateur très ambitieux, frustré de ne pas être reconnu par l'élite scientifique. Des analyses modernes ont montré que la technique de falsification est la même sur tous les fragments. Et surtout, une enquête sur l'ensemble de sa collection a révélé que c'était un faussaire en série. Au moins 38 de ses autres découvertes sont des faux. Piltdown n'était pas une erreur isolée, c'était le chef-d'œuvre d'un tricheur, motivé par un besoin maladif de gloire. Les conséquences de cette fraude sur la science sont immenses. Pendant 40 ans, l'étude de l'évolution humaine a suivi une fausse piste. Imaginez le temps, l'argent, les carrières investies dans l'étude d'une chimère, pendant que des découvertes authentiques et cruciales, comme l'enfant de Tong, étaient mises de côté. La supercherie a considérablement retardé la reconnaissance de l'Afrique comme le véritable berceau de l'humanité. C'est une illustration tragique de la façon dont une seule fraude peut empoisonner tout un domaine de recherche pendant des décennies. Et pourtant, de ce désastre a émergé un héritage positif. Le scandale de Piltdown a agi comme un vaccin.
Il a forcé la science à développer des anticorps contre la fraude et les préjugés. Les méthodes de datation sont devenues plus strictes, l'accès aux fossiles originaux pour des vérifications est devenu la norme, et l'importance du scepticisme, surtout face à une découverte qui semble trop parfaite, a été gravée dans le marbre. L'affaire a montré de manière douloureuse que la science n'est pas une ligne droite vers la vérité. Elle peut se tromper, être trompée, mais sa plus grande force, c'est sa capacité à se corriger elle-même. Finalement, cet échec spectaculaire a rendu la science plus forte. L'histoire de l'homme de Piltdown résonne bien au-delà des musées d'histoire naturelle. Elle nous rappelle qu'on est tous susceptibles de croire plus facilement à ce qui confirme nos certitudes, à ce qui flatte notre ego ou notre groupe. Elle nous interroge sur notre propre rapport à l'info, à la preuve, dans un monde où on est inondé de récits séduisants. Et la question reste entière, et plus pertinente que jamais. Face à une information qui correspond parfaitement à ce qu'on a envie de croire, a-t-on le courage de douter, de demander à voir les preuves, même si ça risque de faire s'effondrer une belle histoire ? La leçon de Piltdown, au fond, c'est une grande leçon d'humilité et de vigilance intellectuelle.